Le 12 janvier 1904, le peuple Herero et le peuple Namas, qui est un peuple du sud-ouest africain qu'on appelle actuellement la Namibie, se révoltent contre leurs colons, les Allemands. Et là, la réponse des Allemands sera sans pitié puisqu'elle va conduire à l'élimination de plus de 80% de la population Herero et plus de 50% de la population des Namas. Et c'est ce qui va conduire à ce qu'on va appeler le premier génocide du XXe siècle. Bienvenue sur l'Art d'Afrique. Aujourd'hui, vous l'aurez compris, on se retrouve pour une vidéo histoire. Bougez pas, c'est parti. Les Herero arrivent en Namibie aux alentours de 1550 et c'est un peuple qu'on va dire un peuple bantou, mais qui parle en fait la langue bantou. La langue bantou, déjà en bantou, en langue Congo, veut dire les humains. Et les bantous, c'est un ensemble de peuples qui parlent toutes les 300, entre 350 et 400 langues qu'on va considérer comme bantou. Entre 350 et 450 parce qu'il y a des langues qui sont considérées comme des dialectes et qu'on ne peut pas mettre dans bantou. Mais si on doit tout regrouper, ça fait environ 400 langues qui ont beaucoup de similarités, comme par exemple le mot enfant. Le mot enfant qui se dit Omwana en langue pongwe, qui est une langue du Gabon, Mwana en Boshi, qui est une langue du Congo, Mwana en Bobangui, qui est une langue centrafricaine, Mwana du Kinyarwanda, qui vient du Rwanda, Mwana en Bemba de Zambie et Chokwe d'Angola. Et ce sont toutes des langues bantoues. En Afrique, ils sont présents d'ouest en ouest, du Gabon aux Comores et du nord au sud, du Soudan à la limite Namibie, Afrique du Sud. Donc vous voyez bien qu'ils couvrent toute la partie australe à l'exception de les Boshimen et les Hottentotes qui eux ont une langue différente, d'origine différente plutôt, qui s'appelle le Khoïs ou Khoisan. Je sais pas en fait comment ça se prononce, mais voilà, ils ont une langue d'origine différente. Et il faut savoir que les Herero, à la base, ils vivaient tranquilles, ils étaient plutôt agriculteurs et éleveurs, donc ils se suffisaient à eux-mêmes, ils avaient une petite vie tranquille. C'est qu'entre 1830 et 1900, la France et le Royaume-Uni avaient déjà colonisé plus de la moitié de l'Afrique, donc il restait vraiment pas grand-chose. Ce qui fait que lors de la conférence de Berlin qui a eu lieu fin 1884 et début 1885, lors de cette fameuse conférence de Berlin où les colons, on sait même pas pourquoi, ont décidé de découper l'Afrique comme une galette des rois, eh bien l'Empire germanique dirigé par Guillaume II, et donc qui en était à son deuxième Reich, eh bien s'est dit « Oh mais nous aussi on aimerait bien avoir une petite part en Afrique quand même, voilà, laissez-nous-en un petit peu ». Et donc, on va leur laisser 4 colonies. La première, c'est Togoland, qu'on va appeler aujourd'hui le Togo. La deuxième, c'était l'Austra-Africa, qu'on va appeler aujourd'hui le Burundi, la Tanzanie et le Rwanda. La troisième, c'était le Cameroun. Et la quatrième, c'était cette terre qui était énorme, qui faisait 2 fois la France, mais qui était à demi-aride, inhospitalière, qui était bordée à l'ouest par l'océan Atlantique et à l'est par le fleuve Orange, et qui vont appeler le sud-ouest africain, et qu'on appelle aujourd'hui la Namibie. Et donc, c'est comme ça que l'Empire germanique va débarquer en Namibie. Donc, pour aller un peu tâter le terrain, pour voir à quoi ressemble ce fameux sud-ouest africain, on va envoyer le général Heinrich Göring à la conquête donc du sud-ouest africain. Il va arriver, il va trouver 2 grandes tribus qui sont très bien hiérarchisées. Donc la tribu Herero qui est dirigée par Samuel Mahero et la tribu Namas qui est dirigée par Henrik Witbooi. Et il va faire cette technique qui est vieille comme le monde mais qui marche toujours, la technique du diviser pour mieux régner. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va signer un traité de protection avec les Herero. Et donc, ce qui fait que les Herero et les Namas ne vont pas pouvoir faire d'alliance pour contrer justement cet étranger qui est l'Allemand. Et il va commencer à monter les Namas contre les Herero. Donc, ils vont commencer à se battre comme d'habitude, des petites guerres entre tribus. Et entre-temps, pendant que vous êtes en train de vous battre, les Allemands commencent à prendre leurs terres, leurs bétail, leurs femmes, puisqu'on va voir apparaître un très gros métissage au niveau de ce pays-là, dans le sud-ouest africain, en Namibie. Et bien sûr, le reste, allez hop, aux travaux forcés, parce qu'en plus, on va prendre vos terres et vous allez travailler pour nous. Donc ça, ils vont le faire pendant 20 ans. Pendant 20 ans, ils vont les dépouiller de leurs terres sans qu'ils s'en rendent compte en fait.
En 1904, la peste bovine frappe le peu de bétail qui restait au Herero. Et là, ils se rendent compte que non seulement ils ont plus de bétail, en plus de ça, ils sont surpeuplés dans le peu de terre qui leur reste, donc ils sont vraiment parqués. Ils se disent, mais attendez, on est chez nous, on n'est plus chez nous, qu'est-ce qui se passe? Et le peuple Herero va en avoir marre et ils vont décider le 12 janvier 1904, soutenu par Samuel Mahero, qui est donc le chef des Herero, et soutenu aussi par les Namas, ils vont décider de se révolter contre les colons allemands. Et là, ils sont environ 65 000, ils vont saboter des lignes de fer, des lignes de télégramme, de chemin de fer, pardon, les lignes de fer, des lignes de chemin de fer, ils vont incendier des plantations, ils vont tuer une centaine d'Allemands, 123 pour être exact, en 3 jours. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on va beaucoup appuyer sur le fait que les 123 Allemands qui ont été tués dans des conditions horribles, que les cadavres ont été mutilés, etc. Alors qu'en plus, les Herero ont tué des soldats, en fait. Donc, qui étaient à la guerre, ils n'ont pas tué de civils, pas de femmes, pas d'enfants, mais on va beaucoup insister sur le fait qu'ils sont morts dans des conditions horribles, ce qui va provoquer quand même une certaine panique en Allemagne. Et on va dire non, il faut absolument réprimer cette révolte. Et donc, on va ordonner au général, donc commandant de l'armée coloniale, Théodore Le Thouen, de vraiment mettre les bouchées doubles, parce que là, clairement, le conflit dure déjà depuis des mois, parce que comme je vous ai dit, c'est quand même un terrain qui est assez inhospitalier. Les Allemands, ils connaissent pas bien, alors que les Herero, ils sont pas très bien armés, mais ils connaissent super bien le terrain, ce qui fait qu'ils peuvent facilement surprendre les Allemands. Donc, le conflit s'éternise, ça s'enlise, et donc Théodore Le Thouen, qui est donc le commandant de l'armée coloniale, lui, il est pas trop pour tuer tout le monde. Lui, il est plutôt modéré, il voit le côté économique. Il se dit, oui, bon, il faut pas tous les tuer, il faut en fait les faire prisonniers, et comme ça, ils vont aller dans les travaux forcés. Et là, les mois passent, le conflit s'enlise, il n'y a toujours pas de résultat. Le Kaiser Guillaume II, il en a marre. Il dit, écoute Théodore, t'es bien mignon avec ton histoire de oui, il faut pas les tuer, c'est de la main d'œuvre, etc. En attendant, les gars, ils sont en train de nous zigouiller. Laisse tomber, il fait venir le général Lothar von Trotha, qui s'est beaucoup illustré dans leurs autres colonies. Et je vous laisse imaginer comment, parce que lui, son surnom, c'est le requin. Donc, lui, clairement, il aime le sang. On l'appelle à la rescousse. Il débarque le 15 juin 1904 au sud-ouest Africa. Il vient avec un contingent de 15 000 hommes, des mitrailleuses, des canons, des grenades, et avec un seul mot d'ordre. Il faut stopper cette rébellion, peu importe le moyen. Voilà pourquoi il est venu, lui. Le 11 août au matin, le général von Trotha et son armée encerclent le plateau de Waterberg où les Herero et les Namas se sont réfugiés. Donc pour eux, on va stopper la guerre, les Allemands sont venus, on va faire une négociation. Et en plus, les Allemands et les Herero n'ont vraiment pas la même façon de faire la guerre parce que les Herero, eux déjà, ils attaquent pas les civils, ils attaquent pas les femmes, les enfants, le bétail. Et en plus, ils ne prennent pas les gens en traître. Alors que clairement, le matin, quand les Allemands vont arriver et ils vont les surprendre en plein dans leur sommeil, eh bien, ils vont se dire, mais qu'est-ce qui se passe? On pensait que la guerre s'était arrêtée, qu'on allait commencer à faire des négociations. Que dalle! Le gars, il est pas venu pour négocier, il est venu tous les tuer et ne faire aucun prisonnier. Et donc, ils arrivent, ils tuent tout le monde et on a quelques-uns qui vont réussir à s'enfuir. Et ceux qui vont réussir à s'enfuir, ils vont aller vers l'Est. Et les Allemands vont commencer à les poursuivre. Et à force d'aller vers l'Est, ils vont arriver vers le désert de Kalahari, qui est vraiment un désert très très sec, très aride, comme tous les déserts. Et comme je vous ai dit, le général von Trotha est arrivé en juin, ils ont attaqué en août, mais entre-temps, il a fait des stratégies. Et l'une de ces stratégies était d'empoisonner les points d'eau du désert. Il avait vraiment tout prévu, puisque ils ont poursuivi jusque les poussées vers le désert. Même dans le désert, ils n'avaient aucune chance de survivre puisque tous les points d'eau ont été empoisonnés. Donc, il va y avoir plus de 50 000 morts entre quand ils vont se faire mitrailler et ceux qui sont dans le désert. Et là, vous devez vous dire, bon, bah ça y est, c'est bon, la guerre, elle est finie. Il a réussi à stopper la rébellion, fin du game. Eh ben non! Le gars, une véritable teigne, parce que 2 mois après, il va faire publier, quasi publiquement, un ordre d'extermination contre le peuple Herero et le peuple Namas, sans distinction d'âge ni de sexe, que voici. En gros, le mec, il a décidé que
tout héros qui sera encore présent sur le territoire allemand, d'après lui, sera abattu, tout simplement. En fait, lui, son rêve, c'était de créer un territoire allemand entièrement blanc, en Afrique. Donc, je comprends pas trop, c'était 30 ans avant Hitler, son compatriote. Moi, les Allemands, je les comprends pas. Et là, bon, les gens, ils vont commencer à dire oui, mais bon, ça se fait pas trop d'exterminer tout le monde. On va faire mieux, on va les mettre dans des camps de concentration. Donc, à partir de 1905, ils vont créer 6 camps de concentration où ils vont mettre le peu de survivants qu'il y avait de Herero et de Namas. On va les faire tatouer, un G et un H pour Gefangene Herero, qui veut dire prisonnier Herero. Et donc, on va les mettre dans ces 6 camps de concentration, toujours sans distinction d'âge ni de sexe, dont le plus célèbre qui s'appelle Shark Island. Et là, pour ceux qui connaissent bien la Shoah, vous voyez déjà les similarités au niveau des camps de concentration, parce que tout ce qui est structure, il n'y a pas de sanitaire, ils sont malnutris, ils sont maltraités, les femmes sont violées, les enfants aussi. Ils travaillent du matin au soir comme des tarés. Il y a beaucoup d'épidémies, de maladies, etc. Donc, imaginez-vous les rapports mensuels, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que les Allemands sont très exigeants, très bureaucrates. Donc, eux, ils notent tout. Même pour le génocide juif, tout était noté au millimètre carré. Et là aussi, c'était pareil. Et quand on voit le rapport mensuel, il est catastrophique. Quand on voit la différence entre le nombre de travailleurs aptes et inaptes à chaque fois avec le temps, ça dégringole, c'est catastrophique. Ce qui est similaire aussi avec le génocide juif, c'est que il va être pratiqué aussi des essais scientifiques pour prouver la supériorité de la race blanche comme d'habitude. Et là, c'est pas par le professeur Joseph Mengele comme à Auschwitz avec Hitler. Là, ça va être avec Eugen Fischer qui va prélever des crânes des Namas et des Herero pour regarder, observer les différences entre les crânes blancs et les crânes noirs. À la suite de la défaite de l'Allemagne lors de la guerre de 14-18, le sud-ouest africain, donc la Namibie, va être placé sous le protectorat sud-africain. Et donc, ils ont aussi le régime de l'apartheid. Et ils vont devenir indépendants en 1990. Oui, c'est extrêmement tard comparé aux autres pays de l'Afrique. En ce qui concerne le travail de mémoire, c'est-à-dire tout ce qui est commémoration, tout ce qui fait qu'on se souvient de cet événement et qu'on en tire des leçons, eh bien, ça n'a pas été tellement bien fait parce que déjà, ce génocide n'a pas été considéré comme un génocide au départ. On a dit que c'était plus une riposte disproportionnée à une révolte armée. En gros, c'est parce que les Herero ont attaqué les Allemands que les Allemands les ont exterminés. Complètement stupide. Je vais vous mettre la définition de génocide et vous allez me dire si vous pensez ou pas que c'est un génocide. Parce que pour moi, c'est plus que clair. Regardez. Pour moi, comme je viens de le dire, c'est assez clair. Si le général Lothar von Lothar s'était arrêté quand il a tué tout le monde sur le plateau de Waterberg, eh bien, là, à la limite, on aurait pu dire que c'était juste une riposte un peu trop musclée par rapport à une révolte armée. Mais à partir du moment où il y a eu de camps de concentration, qu'on a parqué les gens pour qu'ils meurent, en fait, c'est exactement la même chose que pour la Shoah. Parce qu'on les a tués pour ce qu'ils sont, sans distinction d'âge ni de sexe, parce que c'était le peuple sud-ouest africain. Donc, pour moi, la définition de génocide s'applique dans la deuxième partie du conflit. Il n'y a aucun débat à faire là-dessus, c'est un génocide. Et donc déjà, ce quiproquo en termes de mots, parce qu'on aime bien jouer avec les mots, c'était pareil pour le Rwanda au départ. Oui, non, c'est pas un génocide pour éviter d'intervenir. Et finalement, oui, c'est un génocide. Là, c'est la même chose. Ce qui empêche aussi le travail de mémoire, c'est qu'il n'y a pas vraiment de traces, il n'y a pas vraiment de monument pour ce qui pourrait faire ce travail de mémoire, pour faire en sorte qu'on puisse se rappeler, oh, il s'est passé ça à tel endroit. Parce que pour la petite histoire, sur le plateau de Waterberg, qui est devenu le parc de Waterberg, donc là où le général von Lothar a tué tout le monde avant de les pousser vers le désert, et bien maintenant, c'est devenu un safari. Oui, un safari. Et en plus, c'est très peu accessible aux Namibiens parce que ça appartient à des descendants d'Allemands. Donc, ce qui est la particularité de la Namibie, c'est que malgré le fait qu'ils soient indépendants, la plupart de leurs terres appartiennent encore aux colons.
aux descendants allemands et eux, ils n'ont pas grand-chose, donc ils n'ont pas tellement de place finalement pour faire tout ce qui est commémoration à tel ou tel endroit parce que bah, c'est pas à eux en fait. Et tenez-vous bien parce que c'est pas fini. Le fameux camp de concentration qu'on appelle Shark Island, donc c'était une île, qu'on appelait aussi l'île du viol, l'île des morts vivants, eh bien aujourd'hui, il est devenu un camping. Oui, 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 un camping. Donc, je veux dire, ça n'a aucun sens. C'est comme si Auschwitz devenait un parc d'attractions. Ben non, c'est pas possible. Et même dans les livres d'histoire namibiens, on parle à peine de cette histoire de génocide. Hein. Ça prend quelques lignes. C'est pas comme si ça faisait partie de leur histoire. C'est fou, c'est fou, c'est fou. L'Allemagne, quant à elle, est longtemps, très longtemps restée dans le déni. C'est un siècle après, lors de la commémoration, donc en 2004, du génocide des Herero, que enfin, ils ont présenté des excuses et ils ont demandé pardon pour ces atrocités qui ont été commises et qu'on pourrait aujourd'hui qualifier de génocide. L'Allemagne, au départ, ils ont dit bon, on va négocier quand même pour faire un dédommagement ou des réparations. Et puis finalement, ils se sont rétractés. Ils ont dit ah non, en fait, on n'a pas besoin de vous faire des dédommagements parce que depuis 1900 que vous avez votre indépendance, eh bien, on vous a versé des sommes astronomiques pour pouvoir aider au développement du pays. Donc mais c'est comme un dédommagement finalement. Donc prenez ça comme ça et puis en gros voilà, nous emmerdez pas quoi. Et ceux qui jouent beaucoup aussi contre le peuple Herero et le peuple Namas pour obtenir des dédommagements, c'est que à l'époque, avant le génocide, ils étaient majoritaires. Ils représentaient environ 80% de la population, mais aujourd'hui, ils représentent que 7%. Et donc, la tribu qui est à la tête de l'État, c'est la tribu ou l'ethnie plutôt Ovumbo, je sais pas comment on le dit, désolé. Et les Ovumbo, ils voient aucun intérêt à tanner l'Allemagne pour obtenir des dédommagements, surtout que si les Herero et les Namas obtiennent un dédommagement, et ils seront plus riches, donc le pouvoir pourrait se renverser. Donc voilà, je pense qu'ils voient vraiment aucun intérêt à se battre pour obtenir des dédommagements. Donc c'est pour ça que depuis ça traîne, ils n'ont pas vraiment le soutien de l'État. Par deux fois, les Herero et les Namas vont porter plainte aux États-Unis contre l'Allemagne pour crimes contre l'humanité, pour recevoir justement des réparations et des dédommagements. Mais les deux fois, les plaintes vont être rejetées du fait du principe de l'immunité de l'État, en fait. Donc, en gros, on ne peut pas attaquer un État. Je pense qu'ils sont encore en train d'étudier sous quel angle ils pourraient attaquer l'État pour obtenir des réparations. Et voilà, j'espère que vous avez aimé. En tout cas, moi, j'ai beaucoup aimé faire ces recherches. J'espère que je vous ai appris plein de choses. Il y en a qui disent oui, mais non, ils devraient avancer maintenant. L'Allemagne aide beaucoup pour le développement. Oui, pour le développement, comme s'ils avaient quelque chose à se faire pardonner, mais en particulier, les Herero devraient être dédommagés. En tout cas, c'est mon avis. Dites-moi le vôtre, dites-moi si vous connaissez l'histoire et dites-moi si vous avez aimé. N'hésitez pas à liker, à vous abonner pour recevoir mes prochaines vidéos. En attendant, prenez soin de vous. Je vous fais plein de gros bisous. Ciao!